Épisode 68, être homosexuel en France. Salut à toutes et à tous, bienvenue, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va passer une trentaine de minutes ensemble pour parler un peu en français, enfin c'est surtout moi qui vais parler et vous allez m'écouter. L'objectif de ce podcast, si c'est la première fois que vous l'écoutez, c'est de vous aider à améliorer votre compréhension en français, en particulier votre compréhension orale. Et pour faire ça, au lieu de faire des leçons de grammaire traditionnelles, moi je préfère vous parler de sujets qui me semblent intéressants, d'une manière intelligible, compréhensible, même si le français n'est pas votre langue maternelle. Si vous avez l'impression que je parle un peu vite maintenant, que le niveau de difficulté est un peu trop élevé, je vous conseille de commencer par les premiers épisodes parce que quand j'ai lancé ce podcast, je parlais un peu plus lentement, je faisais plus d'efforts au niveau de mon élocution pour bien articuler, etc. Et maintenant, je me suis adapté parce que les auditeurs et les auditrices ont fait des progrès, vous avez fait des progrès, et je parle d'une manière qui est plus naturelle, plus détendue. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, on a un programme très chargé. Ah oui, d'ailleurs, une petite précision, parce que j'ai vu cette erreur récemment. Chargé, on l'utilise en général avec une chose ou une période de temps. Par exemple, vous pouvez dire, comme je l'ai fait, on a un programme chargé, une journée chargée, une semaine chargée, mais si vous utilisez ça pour une personne, si vous dites « je suis chargé », ça fait plutôt référence à une charge physique. Par exemple, si vous allez à l'aéroport et que vous avez beaucoup de valises avec vous parce que vous partez en vacances pour plusieurs semaines, vous pouvez dire « je suis chargé » ou alors « la voiture est chargée » dans le sens où vous avez mis beaucoup de valises et de bagages dans le coffre. Ok ? Donc si vous avez beaucoup de travail en ce moment, beaucoup de choses à faire, ne dites pas « je suis chargé », mais dites plutôt « je suis occupé, je suis très occupé, j'ai beaucoup de travail, j'ai plein de choses à faire ». Ok ? J'espère que cette distinction est plus claire maintenant pour vous. Comme d'habitude, pour commencer, on va écouter un témoignage, et aujourd'hui, c'est le témoignage d'une auditrice du podcast qui s'appelle Aldina et qui vient d'Indonésie. Salut Hugo, je m'appelle Aldina, je suis indonésienne. Depuis 2 semaines, j'habite à Paris et je viens de commencer à travailler dans une entreprise française. En ce moment, je travaille surtout en anglais, mais j'espère d'améliorer mon français. Ça fait à peu près 6 mois que j'apprends le français et j'adore vraiment ton podcast. Ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage de la langue française. J'en écoute régulièrement depuis que j'ai commencé mes cours français en Indonésie et je continue toujours d'en écouter dans le métro parisien. En fait, j'ai du mal à réagir à ce que mes collègues disent lors d'une conversation en français. Est-ce que tu as les conseils pour réagir plus naturellement ou des expressions que les Français utilisent souvent pour réagir? Je te remercie et je souhaite encore plus de succès pour Inner French. Bonne journée! Merci Aldina de m'avoir envoyé ton enregistrement. Je pense que c'est la première fois qu'on a une Indonésienne dans ce podcast, donc ça me fait très plaisir. En plus, vous allez voir que dans cet épisode, on va surtout entendre des auditeurs asiatiques. Donc ça change un peu et ça montre que l'audience du podcast grandit. Inner French ne connaît pas de frontières, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que le podcast est écouté dans plein de pays différents, plein de cultures différentes, et moi je suis très content aussi de vous rencontrer à travers ces messages que vous m'envoyez, ces enregistrements, ça me fait très plaisir. Aldina, ça fait seulement 6 mois que tu apprends le français et tu as déjà un excellent niveau. Donc je pense que tu as soit une très bonne méthode, soit tu as passé énormément de temps, énormément d'heures à apprendre la langue, ou alors tu es tout simplement une prodige parce que c'est vraiment impressionnant d'avoir un tel niveau après seulement 6 mois. Tu nous dis que tu as un peu du mal à réagir aux phrases de tes collègues. Voilà, quand ils te disent des choses, t'aimerais bien avoir différentes réactions, leur montrer que tu les écoutes, que ça t'intéresse,
et tu sais pas forcément quoi dire. Alors, pour être honnête avec toi, moi aussi j'ai un peu le même problème. C'est vrai que dans une conversation, c'est agréable si votre interlocuteur vous montre de l'intérêt, avec des petits mots, des petites expressions. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est pas du tout naturel pour moi. Donc parfois, je me force un peu, mais bon, c'est un peu bizarre. Plus sérieusement, j'ai fait un guide avec 198 expressions pour mieux comprendre le français oral, et dedans, il y a aussi certaines expressions pour vous aider à réagir, justement, à des choses ou à des phrases que vous pouvez entendre. Donc si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu peux le trouver gratuitement sur mon site, sur la page guide, tout simplement. Et je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée, uniquement sur ce genre de réaction, sur des petits mots qu'on peut utiliser pour exprimer la surprise, l'approbation, etc. Faut que je trouve un format un peu intéressant pour le faire, parce que si c'est juste une liste d'expressions, ça va pas être passionnant, à mon avis. Donc je vais réfléchir à ça, je vais essayer de le faire, de publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais toi, Aldina, tu as la chance d'être en France, donc tu peux observer les Français dans leur milieu naturel. Et ça, c'est génial parce que tu peux voir directement quelles expressions tes collègues utilisent. À mon avis, c'est la façon la plus naturelle de le faire parce que quand on apprend des expressions ou des phrases toutes faites dans un guide, par exemple, ou dans un livre, on n'a pas toujours le contexte et parfois c'est des livres qui sont un peu démodés, donc les expressions s'utilisent plus vraiment. Du coup, si tu veux être sûr d'utiliser des expressions qui sont toujours d'actualité, on pourrait dire, eh ben, écoute tout simplement tes collègues, prends des notes et essaye de réutiliser certaines expressions que tu entends au travail. À mon avis, c'est la façon la plus naturelle. Moi, c'est ce que je fais également en Pologne. J'apprends le polonais et j'ai la chance de vivre à Varsovie. Donc, je peux, dans mon environnement, entendre différentes expressions. Et parfois, j'ai un petit carnet ou alors je les note sur mon portable pour pouvoir les réutiliser plus tard. Le mois de juin, comme vous le savez peut-être, c'est depuis quelques années un mois qu'on appelle le mois des fiertés. Le mois des fiertés parce qu'il y a plusieurs communautés qui sont, on peut dire, célébrées au mois de juin. Notamment les communautés homosexuelles, lesbiennes, transsexuelles, queer, etc. Et justement, il y a un auditeur qui s'appelle Tanmoy, qui est indien, qui m'a envoyé un message sur Facebook pour me demander de parler un peu de ce sujet. C'est intéressant parce que en Inde, l'homosexualité a été dépénalisée l'année dernière, en 2018. Dépénalisée, ça veut dire qu'à présent, l'homosexualité n'est plus punie par la loi. Ce n'est plus considéré comme un crime. Donc, Tanmoy m'a demandé de parler un peu de la situation des LGBTQ+, en France. Donc, LGBTQ+, c'est pour lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer. Donc, au fur et à mesure, il y a des lettres qui s'ajoutent pour des nouvelles catégories, on pourrait dire, qui sont de plus en plus reconnues, de plus en plus visibles dans nos sociétés. En France, on reprend certaines dénominations anglaises. Donc, par exemple, on utilise aussi le mot queer. On utilise également le mot gay pour dire homosexuel. Donc, voilà, parfois dans cet épisode, je vais utiliser les mots français, les mots anglais, parce que les Français eux-mêmes ont tendance à utiliser les deux versions. En France, la dépénalisation de l'homosexualité remonte à 1982 sous l'impulsion, à l'époque, du ministre de la Justice, Robert Badinter. Robert Badinter, c'est quelqu'un de très important pour l'histoire de France, parce qu'il a notamment beaucoup contribué à l'abolition de la peine de mort. La peine de mort, qu'on appelle aussi parfois la peine capitale. Donc lui, Robert Badinter, était avocat et ensuite il est devenu ministre de la Justice et il s'est beaucoup battu à la fois pour abolir cette peine de mort et plus tard pour dépénaliser l'homosexualité. Donc c'est ce qui a été fait en 1982
Et depuis cette date, les droits des homosexuels en France ont beaucoup évolué. Ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, c'est de se mettre à la place d'une personne homosexuelle. Alors c'est un exercice un peu délicat. Moi je suis hétérosexuel, donc c'est un peu difficile pour moi d'imaginer exactement par quoi passe une personne homosexuelle. Mais j'ai lu plusieurs articles, j'ai lu des livres, j'ai vu des films sur ce sujet. Donc à partir de toutes ces observations, on peut essayer d'imaginer un peu quelles sont les difficultés que rencontre une personne homosexuelle tout au long de sa vie. Et je vais faire ça parce que je pense que c'est important d'essayer de se mettre à la place des gens. C'est un message que je répète souvent dans le podcast, mais pour mieux comprendre les autres, pour mieux comprendre leurs difficultés, pour mieux comprendre leurs réactions, eh bien, ça vaut la peine d'essayer de se mettre à leur place, d'essayer d'imaginer leur quotidien, parce que comme ça, je pense qu'ensuite, on a un peu plus d'empathie. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. On va voir les différentes étapes de la vie d'une personne homosexuelle, à commencer par l'enfance, logiquement. Et puis on va voir un peu quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés que peut rencontrer cette personne. Commençons par l'enfance avec une question, avec un débat qui est assez épineux. La question de savoir si l'homosexualité est quelque chose d'inné ou d'acquis. Quand on dit qu'une caractéristique est innée, ça veut dire qu'on l'a dès la naissance. Donc c'est plutôt quelque chose de biologique, quelque chose qu'on a dans nos gènes. Et en effet, il y a des chercheurs qui se disent que l'homosexualité est quelque chose qui vient des gènes, que certains gènes peuvent provoquer l'homosexualité d'une personne. Et ces chercheurs essayent de détecter justement quels gènes sont responsables de l'homosexualité. De l'autre côté, il y a un autre groupe qui pense que l'homosexualité est quelque chose d'acquis. Autrement dit, quelque chose qu'on acquiert avec le temps, à travers notre environnement, à travers notre éducation. Donc à ce moment-là, l'homosexualité, c'est pas quelque chose de biologique, mais plutôt de psychologique. Et il y a des psychologues et des psychiatres qui essayent de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent encourager cette homosexualité. Alors, ça peut être intéressant d'un point de vue scientifique d'essayer de comprendre ça, d'essayer de comprendre si l'homosexualité est plutôt innée ou acquise, mais le problème c'est que souvent, cette question donne lieu à certaines dérives. Qu'on considère l'homosexualité comme quelque chose d'inné ou comme quelque chose d'acquis, il y a dans les deux cas des groupes de personnes qui veulent considérer l'homosexualité comme une maladie. Soit comme une maladie génétique, soit comme une maladie mentale. Ça a donné lieu à des pratiques assez barbares, par exemple à des lobotomies. Je sais que ça avait lieu en France, aux États-Unis, en URSS. Des lobotomies, autrement dit, on enlevait une partie du cerveau de certaines personnes pour essayer de leur faire perdre leur homosexualité. Il existe également, toujours aujourd'hui, des centres de rééducation où on essaye de traiter les patients pour qu'ils cessent d'être homosexuels. À ce moment-là, on considère que l'homosexualité, c'est plutôt quelque chose qui vient de l'environnement, qui est lié à la psychologie, et on essaye de traiter ces personnes pour qu'elles arrêtent d'être homosexuelles. C'est vrai que l'homosexualité a été considérée comme une maladie mentale pendant très longtemps. D'ailleurs, elle a été retirée officiellement de la liste des maladies mentales en 1981 en France, donc il y a un peu moins d'une quarantaine d'années, et en 1990 pour l'Organisation mondiale de la santé. Mais cette question de l'homosexualité innée ou acquise, je ne sais pas si elle intéresse beaucoup les enfants homosexuels. À mon avis, ce sont plutôt les parents qui se posent ce genre de questions. Ils essaient de comprendre pourquoi leur enfant est homosexuel, surtout les parents qui refusent cette homosexualité. Ils se disent qu'ils ont peut-être commis des erreurs entre guillemets, dans leur éducation et ils culpabilisent à cause de ça, ils se sentent coupables. Mais je pense que quand on est enfant, on ne raisonne pas forcément en termes de sexualité.
Quand on a 5 ou 6 ans, on se dit pas je suis hétérosexuel ou je suis homosexuel. C'est des choses qui sont assez abstraites et dont on n'a pas forcément connaissance à cet âge-là. Vers 5 ou 6 ans, on a simplement nos premières attirances pour certaines personnes. Parfois, ce sont des personnes du sexe opposé, quand on est hétérosexuel, et parfois des personnes du même sexe. Par contre, ce qui va influencer l'enfant, ce sont les réactions de son environnement face à ses désirs. Peut-être que l'enfant va partager l'objet de ses désirs avec ses parents, qu'il va en parler à ses parents, dire qu'il est amoureux, par exemple, d'une personne ou d'une autre, et l'enfant va voir la réaction de ses parents face à ça. Peut-être que ses parents vont lui dire qu'on ne peut pas aimer une personne du même sexe que nous, que si on est un petit garçon, on doit aimer une petite fille, et vice-versa. À ce moment-là, l'enfant va identifier ce qui est acceptable ou non au sein de sa famille. Et ce genre de réactions vont avoir une influence sur la sexualité de l'enfant et comment il se positionne par rapport à ça. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on raisonne souvent en se disant que l'homosexualité et l'hétérosexualité sont deux sexualités mutuellement exclusives. Soit on est homosexuel, soit on est hétérosexuel. En réalité, c'est pas vraiment le cas, et c'est quelque chose qui est bien connu du milieu scientifique depuis des dizaines d'années, parce qu'une des premières personnes à avoir réfléchi à ce sujet, c'est un professeur de biologie américain qui s'appelle Charles Kinsey, et lui, il était spécialisé dans l'étude de la sexualité, et dans les années 30, il a créé une échelle qu'on appelle l'échelle de Kinsey, qui va de 0 à 6. Donc c'est une échelle qui est graduée de 0 à 6. Quand on est à 0, on est 100% hétérosexuel, et à 6, on est 100% homosexuel. Mais en réalité, la majorité des personnes se trouvent sur les chiffres intermédiaires, à 1, 2, 3, 4, 5. Très souvent, on se situe entre les deux, avec une attirance plus forte pour les personnes du sexe opposé ou les personnes de même sexe. Mais ce sont pas deux sexualités qui sont mutuellement exclusives. Autrement dit, c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire quand on voit les débats médiatiques sur ce sujet. Donc c'est intéressant d'avoir le recul scientifique, on peut dire, sur cette question, pour montrer que c'est beaucoup plus subtil que les caricatures qu'on peut voir dans certains médias. L'étape suivante, c'est l'adolescence. Autrement dit, quand on a entre 11 et 16-17 ans, l'adolescence, c'est une phase qui est extrêmement compliquée. On se pose beaucoup de questions sur notre identité, sur notre sexualité, sur la personne qu'on aimerait devenir, et on n'y trouve pas forcément de réponse. On a énormément de doutes et peu de certitudes. Le problème, c'est que c'est l'âge auquel la sexualité devient plus concrète. Donc, on doit trouver des réponses rapidement. Et pour les personnes homosexuelles, c'est encore plus compliqué. Parce que, imaginez que vous êtes attiré par quelqu'un, qu'une personne dans votre classe vous plaît beaucoup. La première question, c'est de savoir si vous lui plaisez. Donc ça, c'est une question que se pose tout le monde, les hétérosexuels et les homosexuels. Mais pour les personnes homosexuelles, il y a un deuxième risque, le risque que cette personne ne soit pas homosexuelle, qu'elle ne soit pas attirée par les personnes du même sexe. Autrement dit, il y a un double risque d'être rejeté. C'est vraiment difficile à cet âge-là d'avoir le courage d'avouer son homosexualité à quelqu'un d'autre ou d'avouer son attirance à une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien illustré par un film qui s'appelle La vie d'Adèle, réalisé par Abdelatif Kechiche. C'est un film qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013 et qui raconte l'histoire d'Adèle, une jeune fille de 15 ans, qui, comme toutes ses copines au lycée, commence une relation avec un garçon. Mais cette relation se passe pas très bien.
Adèle ne ressent pas vraiment d'attirance pour ce garçon, donc ça marche pas et elle décide de le quitter. Et puis, un peu plus tard, elle rencontre Emma, une autre jeune fille qui est un peu plus âgée qu'elle, qui a 22 ans, qui est étudiante aux Beaux-Arts, elle a les cheveux bleus. Et là, entre Adèle et Emma, c'est le coup de foudre. Autrement dit, Adèle tombe immédiatement amoureuse d'Emma. Le coup de foudre. À ce moment-là, Adèle ressent une réelle attraction et elle va découvrir sa sexualité avec Emma qui a un peu plus d'expérience qu'elle. Malheureusement, c'est assez difficile à cet âge d'assumer son homosexualité parce que au collège et au lycée, il y a une énorme pression pour se fondre dans la masse. Se fondre dans la masse, c'est une expression pour dire que vous allez vous conformer au groupe, que vous allez faire exactement les mêmes choses que le groupe, comme ça vous allez pouvoir disparaître à l'intérieur, se fondre dans la masse. Donc le collège et le lycée, comme tous les élèves se posent énormément de questions sur leur propre identité et peut-être leur propre sexualité, eh bien il y a cette forme de pression, il faut s'affirmer et rejoindre un groupe. Et à ce moment-là, il y a énormément d'élèves qui n'arrivent pas à se conformer, qui n'arrivent pas à rentrer dans un groupe, et à ce moment-là, ils se font attaquer, ils se font insulter par les autres. Et une catégorie d'insultes qui est très populaire dans les cours de récréation au collège et au lycée, ce sont les insultes sur l'homosexualité. En plus de cette pression au collège et au lycée, il y a une pression aussi au sein de la famille. L'adolescence, c'est souvent l'âge auquel les personnes homosexuelles décident de faire leur coming out. Donc oui, vous voyez, on utilise aussi le mot, l'expression anglaise ici, on dit faire son coming out, ou la version française, c'est sortir du placard. Une traduction littérale, là aussi, de l'anglais, sortir du placard, mais je dirais qu'on l'utilise un peu moins souvent que faire son coming out. Et comme vous pouvez l'imaginer, faire ce genre d'annonce à ses proches, à sa famille, c'est quelque chose qui demande une sacrée dose de courage. Parce que c'est difficile de savoir quelle va être la réaction de notre famille. Est-ce que notre famille va accepter notre homosexualité ? Est-ce qu'elle va peut-être être déçue, montrer de la déception, ou carrément nous rejeter ? Après le lycée, on entre vraiment à l'âge adulte et une grande partie des jeunes décident de faire des études. À ce moment-là, pour les personnes homosexuelles, ça peut être une véritable phase de libération parce que beaucoup d'entre elles quittent la ville où ils ont fait leur collège et leur lycée pour aller souvent dans une ville plus grande, dans une université. Je dis que c'est une libération parce que dans les petites villes, c'est souvent plus difficile de vivre son homosexualité au grand jour. Autrement dit, vivre son homosexualité ouvertement. C'est plus difficile parce que dans les petites villes, tout le monde se connaît, donc la famille a peur du « qu'en dira-t-on ». Ça, avoir peur du « qu'en dira-t-on », autrement dit, qu'est-ce qu'on va dire de ça, qu'en dira-t-on, c'est une expression pour dire que la famille a peur des réactions des voisins, des réactions des autres habitants par rapport à l'homosexualité de leur enfant. Et certaines familles qui refusent cette homosexualité disent à leur enfant que cette homosexualité leur fait honte, qu'elle provoque de la honte chez elles. Ça a été bien illustré par un roman qui s'appelle « En finir avec Eddie Bellegueule », En finir avec Eddie Bellegueule, qui a été écrit par un jeune auteur, Édouard Louis. Donc c'est un roman qui est largement inspiré de sa propre vie, un roman autobiographique. Édouard Louis, il a grandi dans un village de Picardie et il avait des manières assez efféminées. Et à cause de ces manières, il se faisait très souvent insulter à la fois par ses camarades à l'école et par sa propre famille, qui l'humiliait régulièrement à cause de ces manières qui ne correspondaient pas au code de son milieu social. Donc,
Édouard Louis a essayé de rentrer dans le moule, de se fondre dans la masse, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à faire semblant d'être hétérosexuel. Donc finalement, il a décidé de s'enfuir, d'aller au lycée dans une autre ville, dans laquelle il a découvert un environnement différent, où il a pu assumer son homosexualité et la vivre au grand jour. Donc c'est vrai que les grandes villes offrent une certaine forme de protection parce qu'il y a un certain anonymat. Donc on n'a pas peur de croiser quelqu'un qu'on connaît ou qui connaît notre famille. C'est plus facile d'assumer son homosexualité et de se montrer en public avec notre compagnon, avec une personne du même sexe. Et puis dans les grandes villes, il y a aussi souvent des quartiers homosexuels, des quartiers gays. Par exemple, en France, à Paris, c'est le quartier du Marais. Un quartier dans lequel, dans les années 80, il y avait beaucoup de bars et de restaurants pour une clientèle gay, qui a permis à ce public de se montrer ouvertement et d'assumer leur homosexualité. Après les études, on entre pleinement dans la vie adulte, on a notre premier travail, on a une certaine stabilité et peut-être qu'on a rencontré quelqu'un qu'on fréquente depuis plusieurs années et on a envie que cette union devienne plus officielle. À ce moment-là, les gens décident en général de se marier, mais ça, c'était pas possible pour les personnes homosexuelles pendant très longtemps. Il y a eu une première étape qui était le PACS, la création du PACS. Donc le PACS, c'est le Pacte civil de solidarité. Il a été créé en 1999 et son objectif, c'était de légaliser les couples non mariés, dont les couples homosexuels. Donc c'était pas une union qui était réservée aux couples homosexuels, c'était une union pour tous les couples, mais le PACS a permis aux couples homosexuels de légaliser leur union en leur donnant certains droits sociaux, certains droits fiscaux, donc qui concernent la fiscalité, les impôts, et des droits successoraux, entre mots dits pour les questions d'héritage. La création du PACS, elle a été en partie motivée par l'hécatombe du sida. Donc pendant les années 80 et début des années 90, cette nouvelle maladie, le sida, est apparue et elle a fait énormément de morts parmi la communauté homosexuelle. Et comme les homosexuels n'avaient pas la possibilité de se marier, ça posait beaucoup de problèmes ensuite pour les questions de succession et les questions d'héritage. Donc c'est en partie pour ça que le PACS a été créé. En fait, c'était une sorte de statut intermédiaire qui était moins contraignant que le mariage. Par exemple, quand on est pacsé, c'est plus facile de se séparer que quand on est marié, où il y a une procédure de divorce qui est assez longue et assez lourde. Quand on est pacsé, on peut se séparer facilement, c'est une simple formalité administrative. Bref, le PACS, en 1999, a permis de donner un statut légal aux couples homosexuels. Aujourd'hui, le PACS existe toujours et il est utilisé aussi bien par les couples hétérosexuels qu'homosexuels. Ça permet de donner plus de flexibilité et ça peut être une première étape avant le mariage. Une dizaine d'années plus tard, en 2012, le gouvernement socialiste a ouvert les discussions concernant la possibilité pour les homosexuels de se marier. Ça a provoqué des débats très intenses. La France a été complètement divisée en deux camps, avec d'un côté les personnes pro-mariage gay, donc les personnes en faveur du mariage homosexuel, et d'un autre côté le camp qui était opposé à cette évolution, qui concernait ou qui était représenté en grande partie par les électeurs de droite, d'extrême droite et les personnes catholiques. Donc vraiment, il y a eu des débats très virulents, des débats très intenses. La société était complètement divisée sur cette question. Mais finalement, en 2013, la loi du mariage pour tous a été adoptée, elle a été votée au Parlement.
Et à ce moment-là, la France est devenue le 14e pays du monde à autoriser le mariage homosexuel. Depuis cette date, depuis le 23 avril 2013, la France a célébré plus de 40 000 mariages homosexuels. En plus de la question du mariage, il y a aussi la question de la parentalité. Donc en France, un couple marié a le droit d'adopter un enfant. Autrement dit, si un couple marié adopte un enfant, les deux membres du couple sont considérés comme des parents. Ça, c'était donc pas possible pour les homosexuels jusqu'à l'adoption du mariage pour tous, mais depuis cette loi, c'est légal pour les couples mariés homosexuels d'adopter un enfant. Une autre solution, c'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, la PMA, et ça, c'est un débat qui est toujours d'actualité aujourd'hui. En fait, la PMA, ça consiste à recourir à un don de sperme, autrement dit, utiliser un don de sperme pour féconder un ovule et pour avoir un enfant. La PMA, en France, est réservée aux couples qui ont un problème de fécondité, qui ont un problème biologique qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, de facto, les couples homosexuels n'ont pas accès à la PMA en France, à la procréation médicalement assistée, ce qui fait que certaines femmes vont en Belgique ou en Espagne pour se faire inséminer, puis ensuite elles reviennent en France pour avoir cet enfant en France, et l'enfant est adopté par la conjointe. Autrement dit, grâce à ça, les deux femmes du couple peuvent être considérées comme parents de cet enfant biologique. Donc ça, c'est une pratique qui est tolérée par la loi, mais c'est pas très pratique parce que ça oblige ces couples à aller se faire inséminer à l'étranger. C'est pour ça que le président Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, quand il était encore candidat, il a promis d'ouvrir la procréation médicalement assistée à tous les couples, donc également les couples homosexuels. Mais depuis sa promesse, il n'a pas fait de véritable effort dans cette direction parce que, encore une fois, c'est un débat, c'est une question très épineuse en France, ça suscite beaucoup de polémiques. Donc pour le moment, on peut dire que c'est un peu en stand-by. Avec tout ça, on peut avoir l'impression que la situation pour les personnes LGBTQ+, en France est assez favorable. C'est vrai qu'en théorie, les couples homosexuels ont les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Malheureusement, on voit dans la réalité des faits que le droit évolue plus rapidement que les mentalités. C'est plus difficile de faire changer les mentalités que de changer la loi. Je dis ça parce que les discriminations homophobes sont toujours très présentes, notamment dans le monde du travail. Donc malheureusement, les insultes ne s'arrêtent pas à la cour de récréation. Même plus tard, quand on est adulte et qu'on travaille, on peut être victime d'insultes ou d'agressions de la part de certains de nos collègues. Dans le rapport de SOS Homophobie, on voit que la moitié des personnes homosexuelles interrogées décident de ne pas faire leur coming out au travail parce qu'elles ont peur des conséquences. Elles ont peur de la réaction de leurs collègues, mais aussi des conséquences, des effets négatifs que ce coming out pourrait avoir pour leur carrière. Ce qui fait que beaucoup de personnes homosexuelles sont obligées de cacher leur sexualité, ce qui peut être assez compliqué parce que au travail, on parle souvent de notre week-end, de nos vacances, de notre conjoint, de la personne qui partage notre vie. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à cacher, qui oblige peut-être à mentir, ce qui fait que c'est difficile d'être à l'aise dans ce contexte. Un autre signe qui montre que la situation n'est pas rose pour les personnes homosexuelles, c'est que le nombre d'agressions homophobes augmente depuis 2016. Ça, c'est toujours selon le même rapport, le rapport de SOS Homophobie. Donc c'est des agressions qui peuvent être physiques, des agressions verbales avec des insultes, qui très souvent
ont lieu dans les espaces publics suite à un geste d'affection. Donc vous pouvez imaginer un couple homosexuel qui se tient par la main ou qui décide de s'embrasser, et ce geste provoque des réactions parfois violentes des personnes qui se trouvent dans le même lieu et qui voient cette scène. Ces agressions, elles ont lieu également sur les réseaux sociaux, donc on voit énormément de haine, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter parfois, qui visent les personnes homosexuelles, avec encore une fois des insultes, des menaces. Et puis évidemment, il y a des agressions qui peuvent venir de la part des voisins, ou alors des personnes de notre club de sport, même parfois des médecins qu'on doit fréquenter. Bref, quand je regardais ce rapport de SOS homophobie et toutes les différentes catégories, tous les différents domaines dans lesquels les personnes étaient victimes de ces agressions, j'étais vraiment choqué parce que quand on n'est pas victime de discrimination ou d'agression, quand on est blanc privilégié comme moi, c'est difficile de se rendre compte de l'échelle, de l'étendue, de tous ces risques qu'on court au quotidien et de tous ces domaines dans lesquels on peut être victime d'agressions ou d'insultes. En conclusion, vous voyez que la situation des personnes LGBTQ+ en France a beaucoup progressé au niveau légal. Aujourd'hui, les couples homosexuels ont quasiment les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Il reste encore cette question de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Mais à côté de ça, le nombre d'agressions physiques et verbales, les insultes, montrent qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les mentalités évoluent. Avant de finir, on va écouter un deuxième témoignage, celui de Chakrit. Salut Hugo, je m'appelle Chakrit, je suis thaïlandais, mais maintenant j'habite à Pompano Beach. C'est une ville qui se trouve à 60 km au nord de Miami, en Floride, aux États-Unis. Félicitations pour les 2 années de ton podcast. Je trouve que ton podcast est parfait pour mon niveau de français. J'ai commencé d'apprendre le français à l'Alliance française de Bangkok il y a 10 ans. À cette époque, je voulais apprendre ma 3e langue. J'ai pensé à apprendre le mandarin, mais je ne voulais pas apprendre à l'écrire. Alors, j'ai choisi le français, parce que je connaissais l'alphabet et c'est une des langues internationales. J'ai trouvé ton podcast à travers Google et je suis devenu un fan. Mes épisodes préférés sont ceux du Petit Prince, La Beauté et surtout des vacances en Thaïlande. Je suis ravi que tu t'es diverti là-bas. Merci encore pour ton travail. J'attends avec impatience les 2 semaines prochaines pour un nouvel épisode. Merci Chakrit pour cet enregistrement. Ça me fait plaisir parce que je vois que tu as une longue histoire avec le français. Ça fait déjà 10 ans que tu as commencé ton aventure. Donc ça vous montre que c'est quelque chose qui prend du temps, et je vous le répète souvent. On a dans le podcast beaucoup de témoignages de personnes qui ont appris le français rapidement, donc ça peut être un peu décourageant, mais la règle générale, c'est plutôt qu'apprendre une langue, ça prend des années. C'est un marathon. Donc ne vous découragez pas et faites comme Chakrit, continuez d'apprendre et soyez patient. Ensuite, concernant tes épisodes préférés, sache que tu n'es pas le seul parce que cet épisode sur mes vacances en Thaïlande, c'est un des plus populaires de l'histoire du podcast. Moi, j'en étais un peu surpris. C'était un peu bizarre de voir que ces épisodes plus personnels vous intéressent autant. Donc, je pense que je vais peut-être essayer d'en faire d'autres dans ce style-là à l'avenir. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, ciao!